fédéral axé sur les dépenses pour de nouvelles mesures. Afin de concrétiser la promesse canadienne pour nos jeunes, nous devons agir. Ottawa taxera davantage les gains en capital des mieux nantis et maintient son déficit à 40 milliards. Près de 3 milliards de dollars pour le nouveau pont de l'île d'Orléans, une facture qui surprend même la ministre des Transports. Pour des raisons de sécurité, on a choisi d'aller de l'avant, mais c'est certain qu'on trouve que c'est cher. Et une délégation québécoise bientôt en route pour Gaza. Gaza a besoin d'aide, la population de Gaza a besoin d'aide. Bonjour, ici Jean-Sébastien Bernatchez. Le budget fédéral que la ministre des Finances, Chrystia Freeland, a dévoilé cet après-midi aux communes s'inscrit dans la continuité des années précédentes et des politiques du gouvernement Trudeau. Les dépenses sont en hausse, mais les revenus le seront aussi, avec une hausse de la taxe sur les gains en capital des plus riches. Quant au déficit, il s'établira finalement à 40 milliards de dollars, comme le prévoyait la ministre Freeland l'automne dernier. Laurence Martin revient sur les grandes lignes de ce budget. C'est un budget qui ne crée pas la surprise. Chrystia Freeland annonce 39 milliards de nouvelles dépenses sur 6 ans, plus de 20% dédiés au logement. Nous agissons aujourd'hui pour assurer l'équité entre chaque génération. Les libéraux investiront aussi 1,5 milliard sur 5 ans pour leur programme d'assurance médicaments, un élément clé de leur entente avec le NPD, 6 milliards sur 6 ans pour les personnes en situation de handicap, 30 milliards de plus seront dépensés pour les prestations de vieillesse. Pour les jeunes, plus d'1 milliard additionnels seront dédiés aux bourses et aux prêts étudiants. Les PME ne seront pas non plus laissées pour compte, avec un remboursement de la tarification sur le carbone pour les entreprises de moins de 500 employés. Moi, je suis absolument convaincue qu'on a besoin de ces investissements. L'économiste indépendant, Jean-Pierre Aubry. On veut aider à gauche, à droite. C'est très interventionniste. On sent que le gouvernement a besoin parce que le secteur privé par lui-même ne fait pas tout ça. Pour compenser cette augmentation des dépenses, Ottawa taxe les plus riches. Dès la fin juin, les gains en capital seront imposés à 66% plutôt qu'à 50%, une mesure qui touchera environ 300 000 entreprises, mais aussi environ 40 000 particuliers. Lorsque les gains sur la vente d'un logement, par exemple, dépasseront les 250 000 $, les résidences principales demeureront toutefois exemptées. De payer un peu de plus pour vraiment financer ces programmes pour l'équité. Des hausses de taxes sur les produits du vapotage et le tabac entrent aussi en vigueur immédiatement, et cette hausse de revenus ne compense pas pour toutes les augmentations de dépenses. Je pense que la population se rend compte qu'il y a beaucoup de choses et on se demande où ça va arrêter. À l'approche de l'échéancier électoral, Chrystia Freeland reste donc fidèle à la marque libérale dans ce budget, à gauche, qui n'hésite pas à dépenser. Ici Laurence Martin, Radio-Canada, Ottawa. Avant même le dépôt du budget, les partis d'opposition ont fait entendre leurs critiques et ça se poursuit. Le chef de l'opposition officielle, Pierre Poilievre, confirme qu'il n'appuiera pas le budget qu'il qualifie d'inflationniste. Yves-François Blanchette non plus ne l'appuiera pas. Les voici. Après 9 déficits, Monsieur le Président, le gouvernement est riche et le peuple est pauvre. C'est le budget de Justin Trudeau, des libéraux et du NPD qui essaient de se gosser une bouée de sauvetage dans leur détresse électorale actuelle. De son côté, le chef néo-démocrate Jagmeet Singh affirme qu'il ne décidera pas aujourd'hui s'il appuie le budget ou non. On a des inquiétudes, donc je veux entendre c'est quoi le plan du gouvernement libéral, c'est quoi le plan du Premier ministre pour régler ces inquiétudes. Le fait qu'ils vont couper 5 000 travailleurs dans le secteur public, c'est quoi le plan pour garantir qu'on va avoir les services nécessaires, on peut livrer les services nécessaires à la population. Sur ce, je poursuis avec notre analyste politique à Ottawa, Fanny Olivier. Fanny, Chrystia Freeland affirme que son budget mise sur sûreté générationnelle. Est-ce qu'il aidera vraiment les jeunes? C'est l'intention. Les libéraux cherchent à regagner le cœur des plus jeunes, ceux qui les ont aidés à être portés au pouvoir en 2015 et qui leur tournent désormais le dos selon les sondages. Alors, dans son budget, Chrystia Freeland dépense plusieurs milliards pour des mesures qui doivent, en théorie, aider les plus jeunes. 4 milliards pour construire de nouveaux logements, par exemple, 1 milliard en bourse d'études. Mais attention, Jean-Sébastien, il y a des bémols. L'investissement pour les logements, ça prend du temps. Les jeunes ne vont pas voir rapidement les fruits de ces investissements-là. Par ailleurs, cette année, il n'y a pas de chapitre dans le budget consacré à l'environnement, contrairement aux autres années, alors que l'avenir de la planète, ça reste
être un budget d'équité générationnelle, c'est avant tout un budget électoraliste avec toute une panoplie de mesures qui cherchent à donner un coup de pouce à différents groupes. Un budget dans lequel on ne fait pas de choix difficiles, on continue de dépenser beaucoup, même si ça place les finances publiques dans un état de vulnérabilité. On vote donc sur la priorité qui est aujourd'hui au goût du jour. Il y a quelques années, c'était la croissance verte. Aujourd'hui, c'est le logement et le coût de la vie. Alors, Fanny, qu'est-ce que le budget laisse entrevoir au sujet de la prochaine campagne électorale, en principe en 2025? Ce sera probablement le dernier budget de Chrystia Freeland qui va être adopté et mis en œuvre. Alors, à l'approche de l'échéancier électoral, les libéraux continuent de faire le pari que dépenser est plus payant électoralement que de demander aux contribuables de se serrer la ceinture. Ils veulent coincer Pierre Poilievre en le sommant de dire ce que lui couperait comme programme s'il était élu. Les libéraux font le pari de se présenter comme ceux qui amélioreront le sort des gens, mais la question qui demeure, Jean-Sébastien, c'est est-ce que les Canadiens vont écouter? Merci, Fanny. Je vous en prie. Québec l'admet, la facture pour le nouveau pont de l'île d'Orléans est salée, mais les choix sont limités. Le remplacement du pont actuel coûtera près de 3 milliards de dollars. Le gouvernement rappelle que quelques 6 500 résidents et de nombreux producteurs agricoles dépendent de ce lien, sans compter les 800 000 touristes qui l'empruntent chaque année. Mais le projet soulève des questions au sujet des priorités de la CAQ en matière de transport à Québec. Voici le reportage de Colin Côté-Paulet. La ministre des Transports reconnaît que la nouvelle facture, qui frise les 3 milliards de dollars, peut surprendre, mais elle souligne qu'il est impossible d'attendre pour des raisons de sécurité. Geneviève Guilbeault soutient avoir étudié plusieurs scénarios dans le but de diminuer le coût du projet. Est-ce qu'on repart le processus au complet? Est-ce qu'on refait un appel de proposition, avec des nouveaux modes, avec tout ça? Mais on aurait eu un retard d'au moins 3 ans dans la livraison. Une dépense qui passe mal auprès de plusieurs résidents de Québec qui ne vivent pas sur l'île. Tout ça est aberrant. Oh mon Dieu, ça n'a pas d'allure. Je trouve ça étonnant qu'on dépense 3 milliards presque sur un pont, puis qu'on se demande encore qu'est-ce qu'on fait avec notre réseau de transport. La confirmation du nouveau pont est dure à avaler pour le maire de Lévis, Gilles Laulier, qui attend impatiemment un troisième lien. Ça prend une éternité avant de réaliser des projets. Pourquoi? Parce qu'à la source même, on n'a pas de vision. Les maires de l'île composée de 6 municipalités, eux, sont tous ravis, dont celui de Sainte-Pétronille, Jean Côté. Au niveau du transport, c'est un enjeu important, là, les limites de charge qui sont là. Le pont 90 ans, il faut se rappeler de ça aussi, donc, qui a été conçu pour d'autres fonctions que l'utilisation qu'on en fait aujourd'hui. Le nouveau pont devrait être ouvert à la circulation en 2028. Ici, Colin Côté-Paulette, Radio-Canada, à Québec. Le plus récent bilan de l'offensive israélienne dans la bande de Gaza dépasserait maintenant les 33 000 morts, selon le Hamas. Par ailleurs, une délégation québécoise prendra part à une mission humanitaire internationale qui se rendra par la mer à Gaza d'ici quelques jours pour apporter des denrées et des médicaments. La flottille demande l'aide du Canada afin que le matériel se rende à bon port. Éric Plouffe a préparé ce reportage. L'épidémiologiste Nima Machouf fait partie de la délégation québécoise qui participe à cette mission humanitaire internationale et voyagera à bord d'un des bateaux qui devrait prendre la mer dans les prochains jours pour aller tenter de livrer des milliers de tonnes d'aide aux Palestiniens dans la bande de Gaza. On s'en va acheminer de la nourriture et du matériel médical à des gens qui en ont besoin. Alors, on demande au gouvernement canadien d'assurer notre sécurité. C'est pour cette raison qu'elle et des représentants de nombreux organismes ont annoncé leur projet devant les bureaux montréalais de la ministre des Affaires étrangères du Canada, Mélanie Joly. Nina Machouf est confiante que l'aide qui sera récupérée depuis les bateaux par des groupes humanitaires dans la bande de Gaza se rendra aux victimes. Normalement, ça devrait se passer très bien si Israël nous laisse passer. Si Israël nous bloque dans les eaux internationales, c'est un acte illégal. Plusieurs organismes appuient l'initiative, dont Amnesty International Canada francophone, sa directrice générale, France-Isabelle Langlois. Et on demande au Canada de jouer le rôle qu'il a pu jouer dans le passé, un rôle de leader, et qui en revient aux grands principes du droit international. Nayan Clafam Ricardo, de Voix Juive indépendante. On est fiers de tenir debout avec nos alliés qui vont aller faire ce que le gouvernement canadien n'a pas le courage de faire, c'est-à-dire de cesser le blocus de Gaza. D'autres organismes comme Médecins du Québec pour Gaza ont aussi manifesté leur appui à cette mission humanitaire internationale. Éric Plouffe, Radio-Canada, Montréal. Voilà, c'était le Radio-Journal. Pour d'autres nouvelles, consultez l'application Info de Radio-Canada. Il est 17h de Radio-Canada du 16 avril 2024. Bonne soirée.